dès aussi loin que je me souvienne, la croisière familiale des de Lussac avait toujours été moins une question de navigation qu'une affaire de spectacle. Chaque été, mes parents affrétaient un yacht de luxe et nous faisaient parader sur la côte des Azurs comme des membres de la royauté. Chaque heure du cocktail devenait une scène pour exposer leurs triomphes commerciaux et leurs conquêtes mondaines. Pour eux, la mer n'était pas synonyme de liberté. C'était un miroir dans lequel ils pouvaient s'admirer. Cette année, je n'y étais même pas invité. Le message est tombé un mardi matin, une simple vibration sur mon téléphone que je pensais être routinière. Au lieu de cela, j'y ai vu le nom de ma mère et ses mots soigneusement choisis. Cette année, la croisière est réservée uniquement aux familles qui ont réussi. Tu comprendras. J'y ai fixé à l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Après des années à supporter leurs pics subtils et leurs compliments à double tranchant, il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était un renvoi, délibéré et définitif. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère dans cette formulation, assez douce pour paraître civile, assez tranchante pour blesser. Elle n'avait même pas pris la peine d'y appeler. Les de Lussac n'élevaient jamais la voix. La cruauté était toujours enveloppée de velours. Mes mains tremblaient alors que je posais le téléphone sur mon bureau. Autour de moi, le bureau bourdonnait du rythme régulier du luxe maritime, les téléphones sonnaient, les imprimantes ronronnaient, les plannings des équipages étaient finalisés pour la saison estivale. Derrière la paroi vitrée, le port des Antibes scintillait sous la lumière du soleil qui rebondissait sur les mâts des yachts attendant sagement à leurs amarres. Et elle était là, l'ironie de la situation. La famille même qui m'avait jugé indigne avait réservé un charter sans savoir que le navire dont ils allaient bientôt se vanter m'appartenait. Ma flotte, mon entreprise, est l'œuvre de ma vie. La morsure du rejet brûlait profondément. Mais sous cette brûlure, quelque chose de plus ancien s'est éveillé, une douleur qui vivait en moi depuis l'enfance, suppliant non seulement d'être vu, mais d'être cru. C'était le début d'un règlement de compte que j'y avais repoussé pendant des années. Et maintenant, je ne pouvais plus l'éviter. J'y ai grandi dans un somptueux hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Sa façade en pierre de taille était astiquée comme un insigne de noblesse. À l'intérieur, chaque pièce était pensée pour faire de l'effet, des portraits des ancêtres, des rideaux en soie de lion, le genre de tapis sur lesquels on n'avait pas le droit de marcher sans enlever ses chaussures. Cela ressemblait à une maison de magazine de décoration que ma mère admirait tant. Mais pour moi, cela a toujours ressemblé à une salle des expositions, un lieu mis en scène pour impressionner plutôt que pour y vivre. À table, ma famille parlait la langue des marchés financiers. Mon père, Henri, décortiquait les fusions-acquisitions et les taux des intérêts de la Banque centrale, tandis que mon frère, Marc-Antoine, même adolescent, perroquetait des stratégies des investissements qu'il comprenait à peine. Ma mère, Éléonore, restait assise avec prestance, les lèvres peintes de son rouge signature, hochant la tête face aux chiffres comme s'ils étaient la preuve de notre valeur. Il n'y avait jamais de place pour les rêves ou les sentiments, seulement pour les indicateurs de performance. Le revenu définit la valeur, répétait mon père si souvent que c'était devenu une parole d'évangile. Sa voix était toujours calme, ses costumes sur mesure immaculés, son approbation mesurée par de légers hochements de tête plutôt que par de l'affection. Quand je rentrais à la maison avec des notes parfaites, il jetait un coup d'œil à mon bulletin, offrait le plus infime des sourires, puis me demandait comment je comptais faire mieux au semestre suivant. J'y essayais de gagner une chaleur qui n'existait pas. J'y apprenais par cœur mes déclinaisons de latin, je résolvais des équations complexes et j'y alignais les trophées sur mon bureau, pensant que peut-être une récompense de plus ferait pencher sa tête un peu plus longtemps. Que peut-être, il me dirait qu'il était fier. Il ne l'a jamais fait. Ma mère n'était pas différente. Son amour prenait la forme de correction. Tiens-toi plus droite. Marche avec plus de légèreté. Ne laisse jamais ta voix trembler en public. Même à cette époque, je sentais quelque chose de creux grandir en moi, un espace où l'affection aurait dû se trouver. Mes accomplissements s'empilaient un peu plus chaque année, mais au lieu de combler le vide, ils ne faisaient que le creuser. Au moment d'atteindre l'âge adulte, j'y avais compris que la réussite, dans ma famille, elle n'était pas une source d'amour, mais seulement un billet d'entrée pour rester dans leur orbite. Et quand j'y ai choisi de m'éloigner de cette orbite des années plus tard, je savais que j'y en paierais le prix. À l'obtention de mon diplôme d'une grande école de commerce, il n'y avait jamais vraiment eu de choix. Mon père avait déjà organisé des entretiens dans des banques d'affaires à la Défense, et je suis entré dans ce monde avec la même obéissance qui m'avait porté tout au long de ma scolarité. Les bureaux brillaient de verre et d'acier, chaque recoin vibrant des ambitions. Au début,
j'y ai pensé que si je travaillais assez dur, je pourrais enfin être à ma place, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans la définition du succès de ma famille. Il n'a pas fallu longtemps pour que les failles apparaissent. La concurrence était impitoyable. Chaque collègue était un rival déguisé en coéquipier. Les tableaux Excel s'étiraient tard dans la nuit, et je me retrouvais souvent à verrouiller la porte des toilettes juste pour pouvoir respirer. Les crises de panique frappaient sans prévenir. La poitrine serrée, le cœur battant à tout rompre, le monde se refermant sur moi pendant que je m'agrippais au bord d'un lavabo. Les dimanches devenaient des veillées angoissantes avant d'affronter la semaine à venir. Mon corps se rebellait contre la vie pour laquelle on m'avait formaté. À 25 ans, j'y ai craqué. J'y ai tapé ma lettre de démission, j'y ai fermé la porte de ce box vitré et j'y ai refusé d'y remettre les pieds. Pour la première fois de ma vie, j'y ai fait un choix qui n'était ni approuvé, ni vérifié, ni applaudi. J'y ai accepté un emploi dans une marina des Antibes, à frotter des ponts en teck et à apprendre le maniement des cordages au lieu d'analyser les prévisions du CAC 40. La réaction de la famille a été cinglante. Marc-Antoine a ricané pendant le dîner, qualifiant cela de crise existentielle anticipée. Ma mère s'est tourmentée en se demandant comment elle pourrait bien justifier mon cas lors du prochain gala de la Croix-Rouge. Et mon père, à l'expression illisible, a balayé la chose d'un revers de main. Elle joue juste avec des bateaux. Elle reviendra quand la réalité la rattrapera. Mais la réalité m'avait déjà rattrapé, ce n'était simplement pas celle qu'il reconnaissait. J'y ai trouvé du réconfort dans l'air salin et les pontons en bois, dans le rythme des marées plutôt que dans le cliquetis des cours de la bourse. Pour la première fois, je étouffais plus. Je ne savais pas alors où ce choix me mènerait, seulement qu'il m'apparaissait comme une bouée de sauvetage, et une fois que mes mains s'étaient agrippées à cette corde, je n'allais plus la lâcher. Le matin où le message est arrivé, j'y étais dans mon bureau surplombant le port Vauban, en train d'examiner des contrats d'affrètement. L'eau à l'extérieur scintillait de mouvements, des voiles se déployant, des mouettes volant en rase-motte. Et pendant un instant, je me suis senti stable, comme si ma vie avait enfin trouvé sa propre marée. Puis mon téléphone a vibré, et cette stabilité a volé en éclats. Les mots de ma mère sont apparus sur l'écran. La famille a décidé que la croisière de cette année serait une célébration de la réussite. Compte tenu de tes choix de vie, nous pensons qu'il est préférable que tu ne participes pas à celle-ci. Cette croisière est réservée uniquement aux familles qui ont réussi. Je l'ai lu 3 fois, comme si la répétition allait atténuer la brûlure. Ce ne fut pas le cas. Une boule s'est coincée dans ma gorge. La même douleur familière que je portais depuis l'enfance. Le rappel cinglant que rien de ce que je faisais en dehors de leur définition du succès ne compterait jamais. J'y ai essayé de ravaler cette amertume, mais elle s'accrochait. Je n'avais pas remarqué que Chloé était entrée dans mon bureau jusqu'à ce qu'elle pose une tasse de café sur mon bureau. Tu as l'air de quelqu'un qui vient d'apprendre l'annulation de Noël, a-t-elle dit. Ma famille, ai-je répondu d'un ton neutre. Il est mon désinvité. Apparemment, je n'ai pas assez réussi. Chloé s'est figée, puis a posé sa propre tasse avec une lenteur délibérée. Ils ne savent pas. N'est-ce pas? Ils pensent que je gère simplement une marina. Que, si j'y ai eu de la chance, j'y ai peut-être réussi à gravir les échelons pour devenir superviseur des équipes. J'y ai presque ri de l'absurdité de la chose, mais le nœud dans ma poitrine était trop serré. Chloé s'est penchée en avant, le regard acéré. Tu les laisses écrire une histoire qui est fausse. Et maintenant, le destin t'offre la fin parfaite. Ils ont réservé les crins des Azurs, ton navire amiral, sans s'en rendre compte. Tu ne vois pas? C'est ton moment. Ces mots ont atterri avec une force à laquelle je n'étais pas préparé. J'y avais rêvé de reconnaissance, oui, mais jamais de cette façon. Je voulais leur amour non mesuré par des comptes bancaires. Je voulais qu'ils me voient pour moi-même, pas comme un simple actif financier. Tout révéler maintenant, ne serait-ce pas simplement prouver qu'ils avaient raison, que seule la richesse rend quelqu'un digne des intérêts? Mais Chloé a insisté. Tu leur as donné des années pour t'estimer sans cela. Ils ne l'ont jamais fait. Laisse-les voir qui tu es vraiment. Ce soir-là, j'y ai appelé le capitaine Moreau. Sa voix, aussi stable que la marée, a résonné à travers la ligne. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'a marqué qu'une brève pause avant de dire « C'est compris, mademoiselle de Lussac, nous allons préparer votre arrivée. » Nous avions tout organisé minutieusement. Ma famille embarquerait en premier. J'y arriverai plus tard, non pas en tant qu'invité,
mais en tant que propriétaire. Assez de temps pour qu'ils s'installent. Assez de temps pour qu'ils croient à leur propre narration avant que je ne pose le pied sur mon propre pont pour la réécrire. Le matin de la croisière était lumineux et vif, le genre de journée pour laquelle la Côte des Azurs semblait avoir été inventée. Je suis arrivé plus tard que ma famille, leur donnant délibérément le temps de faire leur grande entrée théâtrale. Depuis le parking, je pouvais déjà les voir sur le quai. Marc-Antoine aboyant des ordres aux bagagistes concernant le placement des valises comme s'il était le maître des lieux. Ma mère s'arrêtant sur la passerelle avec son sourire travaillé, orienté vers des caméras imaginaires. Mon père avançant à grands pas avec l'assurance tranquille d'un homme convaincu que le monde existait pour le servir. J'y ai attendu qu'ils aient disparu en haut des marches en tech poli de l'écrin des Azurs avant de m'avancer sur la jetée. J'y avais choisi ma tenue avec soin. Un pantalon en lin blanc, un chemisier bleu marine, des bijoux en or qui murmuraient plutôt qu'ils ne criaient. Je voulais de l'autorité, mais pas de l'ostentation. La brise marine soulevait mes cheveux alors que je m'approchais de l'officier de sécurité posté à la passerelle. Avant même que je ne puisse parler, ma mère est apparue à la balustrade, son expression se durcissant lorsqu'elle m'a reconnu. Elle est descendue rapidement, ce sourire mondain toujours figé sur les lèvres, mais le regard glacial. Séraphine, a-t-elle murmuré entre ses dents, se penchant près de moi comme pour me cacher de la vue des autres. Cette croisière est réservée uniquement aux familles qui ont réussi. J'y ai été très clair. Ces mots auraient dû me piquer, mais au lieu de cela, une immense sérénité s'est installée dans ma poitrine. Avant que je ne puisse répondre, le capitaine Moreau est apparu sur le pont supérieur, le ton mesuré mais ferme. Mademoiselle de Lussac, bienvenue à bord. Nous ne vous attendions pas si tôt, mais tout est prêt. Le changement des atmosphères a été immédiat. Ma mère s'est figée, son sourire vacillant, ses doigts parfaitement manucurés se crispant sur la rambarde. Mon père est apparu derrière elle, la confusion plissant son visage. Marc-Antoine s'est arrêté au milieu d'une phrase, se tournant vers nous. J'y ai plongé la main dans mon sac et j'y en ai sorti le trousseau de clés qui ouvrait chaque serrure à bord de l'écrin des Azurs. L'écusson de mon entreprise brillait sur le porte-clés en laiton. Je les ai laissés pendre un instant avant de détacher la clé passe-partout. Eh bien, ai-je dit d'une voix égale, les yeux fixés sur ma mère, c'est mon yacht, alors tout le monde peut rester. Les cartes des embarquements ont glissé de sa main et volté sur le quai. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée, sa certitude inébranlable soudainement ébranlée. Marc-Antoine me fixait comme s'il avait mal entendu. Je suis passé devant eux et j'y ai posé le pied sur le pont, le bois ferme sous mes chaussures, alors que l'équilibre du pouvoir basculait avec la marée. Ce soir-là, la salle à manger scintillait sous une lumière tamisée. La table en acajou était dressée avec de l'argenterie et du cristal poli à la perfection. Le chef Étienne avait préparé un festin digne d'un roi, des queues de langouste, des coquilles Saint-Jacques poêlées, des plateaux de fruits frais et des pains encore chauds sortant du four. L'odeur du beurre et des herbes flottait dans l'air alors que la famille se réunissait, leur voix basse et teintée de malaise après le choc de l'après-midi. Je les ai laissés s'asseoir en premier, arrivant délibérément la dernière. Quand je suis entré, toutes les conversations se sont tues. J'y ai traversé la pièce sans hésitation et j'y ai pris la place en bout de table, les sourcils de mon père se soulevant, sa mâchoire se contractant à la vue de moi occupant la place qu'il pensait lui revenir de droit. Éléonore a brisé le silence la première. Ma chérie, tu t'es surpassée, a-t-elle dit d'un ton enjoué, comme si elle avait toujours su pour ma réussite. Ce yacht, ce repas, ton goût est impeccable. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Son retournement de veste était fluide, sa voix portant juste assez pour le bénéfice de quiconque pourrait écouter, bien que la crispation autour de sa bouche trahissait la panique sous-jacente. Marc-Antoine s'est penché en avant, désireux de regagner du terrain. C'est une entreprise impressionnante que tu as là, Séraphine. Mais dis-moi, quel est ton plan de croissance? Une flotte à taille humaine, c'est bien pour l'instant, mais à moins de te développer de manière agressive, tu te feras avaler par de plus grands groupes. Son ton portait la même suffisance que celle qu'il utilisait autrefois pour énumérer ses bonus de fin des années. Charlotte, assise à ses côtés dans une robe en soie, a ajouté avec un petit rire doux, « Oh, mais Marc-Antoine, ne trouves-tu pas ça charmant ?» Séraphine a construit quelque chose qui semble si personnel, et honnêtement, c'est tellement glamour. J'y ai bu une gorgée de mon vin avant de répondre. Nous nous développons, mais à un rythme qui protège la qualité. Le luxe ne se déploie pas à la même échelle que des tableaux Excel. Marc-Antoine,
nos clients nous choisissent précisément parce que nous ne sommes pas un marché de masse. Mon père m'étudiait, mesurant, recalculant. Son silence était plus révélateur que des mots. J'y ai mangé calmement, j'y ai répondu quand on s'adressait à moi, sans jamais me vanter, sans jamais céder. Pour la première fois, je n'étais plus l'étrangère tout juste tolérée à la table. J'y étais le point des ancrages autour duquel la soirée tournait. Et tandis que les assiettes étaient débarrassées, l'océan à l'extérieur a changé des humeurs, le vent apportant la promesse d'une tempête. La deuxième nuit a commencé assez tranquillement, la mer était sombre mais calme sous une lune basse. Après le dîner, je me suis excusé très tôt, préférant l'air frais sur le pont supérieur aux amabilités forcées du café et du dessert. Le vent s'était levé, portant un froid inhabituel pour un été en Méditerranée, et j'y ai senti le yacht trembler sous mes pieds, d'une manière que je connaissais trop bien. Au moment où le capitaine Moreau m'a rejointe, les premières gouttes de pluie s'écrasaient sur le deck. Le système dépressionnaire se déplace plus vite que prévu, a-t-il dit. Les vents forcissent, la mer se creuse. Nous allons devoir ajuster le cap. Dans l'heure qui a suivi, la tempête s'est abattue sur nous. Les vagues frappaient la coque avec la force d'un marteau, chaque impact envoyant une violente secousse à travers le navire. Des creux de 3 mètres soulevaient les crins des azurs comme un jouet avant de le relâcher brutalement, et la salle à manger a sombré dans la panique. Ma mère y a trébuché, son châle en soie trempé, les yeux fous. « Ce n'est pas normal !» a-t-elle crié en s'agrippant au mur. « Henri, fais quelque chose !» Mon père, lui-même livide, ne pouvait que s'accrocher à la rampe lorsqu'une autre vague nous a frappés. Marc-Antoine est apparu ensuite, le teint couleur de papier, la mâchoire serrée pour contenir sa nausée. Charlotte, le mascara coulant, s'accrochait au bras de son mari en chuchotant que nous allions tous mourir. Je n'ai pas gaspillé mon souffle en paroles rassurantes. Je me suis dirigé vers la passerelle de commandement, montant les escaliers 4 à 4, la pluie cinglant mon visage. L'équipage était déjà en action, les voix claires et nettes par-dessus le vacarme de la tempête. Je me suis placé à côté du capitaine Moreau, scrutant le radar. Ajusté de 5 degrés à LA, ai-je ordonné. Nous atteindrons la baie de Villefranche dès ici à l'aube si nous maintenons ce cap stabilisateur au maximum. Bien reçu, mademoiselle de Lussac, a répondu le second en se déplaçant vers les commandes. Des éclairs ont déchiré le ciel, illuminant les visages de ma famille agglutinée à l'embrasure de la porte, attirés par la peur et la curiosité. Ils ont regardé alors que je parlais calmement avec l'équipage, donnais des directives, m'ancrant solidement à chaque roulis du yacht. Pas une seule fois ma voix ne s'est élevée au-dessus d'un commandement serein. Pendant des années, il m'avait vu comme faible, frivole, voire risible. Maintenant, dans le chaos de la tempête, il voyait tout autre chose. De la compétence, de l'autorité, une stabilité dont il manquait cruellement. Lorsque la mer s'est apaisée quelques heures plus tard, leur silence était plus assourdissant que le vent. Et je savais que la tempête avait fait plus que tester le yacht. Elle avait changé ce qui ne pouvait plus être ignoré. Au matin, la mer s'était calmée. Mais la famille avait changé. La tempête avait arraché le vernis qu'il portait comme une armure. Au petit déjeuner, personne ne s'est vanté ni n'a pris de grands airs. Le silence pesait plus lourd que le tonnerre de la nuit. Ce fut ma mère qui parla la première, d'une voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. J'y ai passé toute ma vie à essayer de garder le contrôle, a-t-elle dit, les doigts serrés autour de sa tasse de café. Les apparences, le statut, la réputation, tout ça. Et la nuit dernière, j'y ai réalisé que rien de tout cela n'avait la moindre importance quand les vagues se soulèvent. Elle ne m'a pas regardé, mais cet aveu en soi était plus que ce que j'y espérais. Mon père s'est raclé la gorge. Tu t'es bien débrouillé, mieux que je n'aurais pu le prédire. Les mots étaient brefs, mais ils avaient du poids. Ils reconnaissaient non seulement notre survie, mais aussi ma compétence. Pourtant, au moment même où il parlait, j'y ai vu le calcul dans ses yeux, les chiffres, l'envergure de l'entreprise, sa valorisation financière. Il ne pouvait toujours pas s'empêcher de mesurer. Marc-Antoine s'est adossé à sa chaise, palme et remis. Je ne savais pas que tu connaissais tout ça. La navigation, les systèmes, le commandement. Je pensais que tu faisais juste de la gestion. Le respect teinté de rancœur dans son ton était ce qui se rapprocherait le plus d'une excuse de sa part. Charlotte m'a étudié ouvertement, l'envie vacillant dans son regard avant de s'adoucir en une forme d'admiration. Tu avais l'air d'être exactement à ta place là-haut, a-t-elle dit,
pas comme si tu faisais semblant comme le reste des entre nous. Ce fut Alice, notre cousine, qui m'a le plus surprise. Elle était encore à l'université, en stage des observations auprès de Marc-Antoine pour l'été. J'y ai été misérable pendant mon stage en finance, a-t-elle avoué. Mais en te voyant la nuit dernière, j'y ai réalisé que je voulais faire quelque chose qui semble vrai, pas seulement prestigieux. Ses yeux ont croisé les miens avec une telle clarté que ma poitrine s'est serrée. Les fissures étaient là maintenant, de minuscules fractures dans les murs qui nous avaient définis, et pour la première fois, je me suis demandé ce qui pourrait grandir dans l'espace qu'ils laisseraient derrière eux. Le temps que nous atteignions Monaco, la tempête n'était déjà plus qu'un souvenir. Mais sa marque persistait dans la façon dont ma famille évoluait, plus silencieux, plus lent, débarrassé de cette constante obsession de la compétition. Personne ne se vantait de portefeuille des actions ou de bureau de direction. L'atmosphère était feutrée, comme si chacun des retournait encore dans son esprit ce qu'il avait vu sur la passerelle. Nous nous sommes rassemblés sur le pont principal pour le départ, les gratte-ciel de la principauté se dressant derrière nous. Mon père s'est tenu à côté de moi, les mains croisées dans le dos. Pendant un long moment, il n'a rien dit, puis il a demandé, à la même époque et l'année prochaine? Ces mots portaient un poids bien supérieur à leur apparente simplicité, une ouverture à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, ai-je répondu, soutenant fermement son regard. Mais cette fois, tout le monde recevra une véritable invitation. Ses yeux ont sillé en signe de reconnaissance, et pour une fois, il n'a pas argumenté. Alors qu'ils débarquaient un par un, je suis resté en arrière, laissant le silence du yacht s'installer autour de moi. Ma mère m'a offert un sourire prudent. Marc-Antoine, un signe de tête raide. Charlotte, un regard teinté de curiosité plutôt que de mépris. Même Alice s'est attardée pour me serrer la main, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Quand le quai s'est vidé, j'y ai marché jusqu'à la proue. La mer était calme, l'horizon baigné par l'or du lever du soleil. J'y ai inspiré l'air salin et je l'ai laissé m'emplir, stable et sûr de moi. Pendant des années, j'y avais porté le poids de leur désapprobation comme une encre, me mesurant à leurs critères et me trouvant toujours insuffisante. Mais ici, avec le soleil s'élevant au-dessus de l'écrin des azurs, je comprenais ce que j'y avais bâti. La réussite n'avait jamais été une question d'obtenir leur validation. C'était une question de vivre en accord avec moi-même, inébranlable face à leur définition. Et enfin, j'y ai ressenti la paix de ne plus jamais avoir besoin de faire mes preuves.